Bonjour à tous. Barry l'a commencé aujourd'hui avec les Wine Super-Héros et je vais commencer avec Star Wars. C'est le dernier film que j'ai vu avec mon fils, ça c'est le nom de mon université, et je vais simplement parler, comme Anthony l'avait dit, sur l'impact de certaines pratiques œnologiques sur la perception de l'astringence en bouche. Je vais parler de quelques aspects parce que ce n'est pas possible de tout dire, évidemment, parce qu'il y a plein de facteurs, le levage, la micro-oxygénation, le collage. Je vais me référer à quelques-uns que je pense que sont très intéressantes. Bien. Aude, il a déjà parlé sur l'astringence, il a parlé des choses que je peux parler plus vite, heureusement, mais je vais commencer avec une petite définition de l'astringence. C'est peut-être la définition la plus employée dans la littérature, et c'est celle-là de l'American Society for Testing Materials, qui dit que c'est un complexe de sensations de sécheresse, de rugosité dans l'épithélium provoqué par l'exposition de substances telles que l'alum ou l'éthanol. C'est peut-être la définition de l'astringence la plus employée, mais comme tout le monde emploie Internet, c'est la Wikipédia, peut-être la définition la plus employée. Et dans ce cas-là, vous trouvez que c'est une propriété de certaines substances de produire une crispation de mucose. L'astringence provient de la propriété qu'ont les protéines à se complexer avec l'éthanol et d'autres substances. Bien, ce sont les définitions de l'astringence et je vais faire une petite réflexion au début. C'est simplement pour vous dire qu'on a l'habitude de considérer l'astringence comme quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas vrai. Vraiment, un vin rouge a besoin d'un certain astringence sans problème d'équilibre. Et c'est pour ça que je vais vous rappeler un Bordelais très connu par tous, Émile Peynaud, qui a dit des phrases très intéressantes sur ce sujet. Il a dit d'abord que l'harmonie, l'équilibre et l'allégeance de l'astringence est le signe des grands vins rouges. Et ça, c'est certain. Mais il a dit aussi le suivant. L'astringence en excès dans un vin porte atteinte à son équilibre et sa qualité, lorsque, au contraire, ça c'est important aussi, un vin manquant d'astringence semble plat, fade et sans intérêt. Peut-être pas pour les newbies, mais oui pour les connaisseurs de vin, et on est à Bordeaux, et je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Bien. Les mécanismes de l'astringence, on va aller très vite parce qu'Aude a déjà parlé. Vous savez que lorsqu'on voit un vin rouge, les protéines salivaires vont réagir, se complexer avec l'éthanol pour former des complexes supramacromoléculaires. Quelques-uns d'entre eux vont précipiter et après, avec la perte de la capacité lubrifiante de la salive, on va voir la sécheresse en bouche, que c'est l'astringence, j'essaie de montrer avec ces messieurs, d'accord? Bien, mais de quoi ça dépend l'astringence? Très rapidement, parce que Aude, il a déjà parlé, mais je pense qu'il faut des choses qu'il faut dire une autre fois. Évidemment, de la concentration d'éthanol. Un vin avec plus d'éthanol, c'est plus dur, c'est plus astringent. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que tous vous savez goûter des fois des vins très tanniques, pas trop astringents, au contraire. Et de la même façon, vous savez déjà aussi goûter des vins légers qu'il était plus astringent. C'est un problème aussi de la structure et de l'équilibre des moyens. Alors, qu'est-ce qu'on connaît à ce niveau? C'est important de dire que l'astringence, il augmente avec la polymérisation, et ça c'est peut-être un peu contradictoire avec le vocabulaire habituel des cénologues. Lorsqu'on fait de l'élevage, lorsqu'on fait la micro-oxygénation, on dit on va polymériser l'éthanol. Oui, d'accord, c'est pas certain. On va changer la structure, ça peut agir sur l'astringence, il agit sur l'astringence, mais ce qu'on sait, c'est que sur l'éthanol linéaire, lorsqu'ils sont plus grands, ils sont plus astringents. Alors, ce n'est pas si clair comme on avait appris quelques-uns, ça fait quelques-uns. Et c'est très clair que l'astringence, il augmente avec la présence de restes galilés, de l'acide gallique, dans les galates de pélicatéchine qui forment part de la structure d'éthanol. Plus en image, ça va suivant. Là, vous savez la structure d'éthanol. L'éthanol, ce sont des structures polymères très compliqué. On peut avoir de différents types de liaisons, 4-8, ça ne va pas ça 4-8, 4-6, et même on peut avoir de doubles liaisons, les polymères de type A. Et même dernièrement, à Bordeaux, il a été découvert l'éthanol couronne, c'est-à-dire un tétramère cyclique, c'est-à-dire que l'éthanol peut aussi être cyclé dans des petites teneurs, mais quand même la structure, c'est très compliqué. Mais il faut faire attention simplement sur les choses importantes maintenant. D'abord, R1, c'est-à-dire cet substituant-là, peut être un hydrogène ou peut-être aussi un OH. Et dans ce cas, on peut parler de procyanidine ou de prodelphinidine. Ça, c'est très important parce que les prodelphinidines, ils sont présents qu'à la peau.
C'est-à-dire que les tannins de l'épeau, ce sont un mélange de procyanidine et prodelphinidine. Et on n'a pas de prodelphinidine dans les tannins de pépins. Ça, c'est très important. En plus, on peut voir que le substituant R2, là, on le voit, peut être soit en hydrogène, soit en molécule d'acide gallique. Et dans ce cas, il faut dire que les tannins de pépins, ils contiennent des proportions de galoylation beaucoup plus hautes que dans le cas des tannins de l'épeau. Alors, les structures ils sont différentes. Aussi, il faut dire que les tannins de l'épeau, ils sont en degré de polymérisation beaucoup plus haut que celui des pépins qui sont plus petits. D'accord? Bien. Ça, au sujet de les facteurs qui augmentent l'astringence, et il faut dire qu'ils diminuent avec les combinaisons de tannins avec les anthocyanins, soit directement par des liaisons covalentes, soit pour les points éthyles. Ça permet de diminuer l'astringence. C'est difficile à mesurer ça, mais il y a quelques évidences qui sont dirigées pour dire que même la présence des anthocyanins dans les milieux, sans combination, peut diminuer la réactivité des tannins avec les protéines. Et il ne faut pas oublier que la présence des polysaccharides, comme Aude a déjà commenté, et d'autres facteurs de milieu peut aussi diminuer la tendance des tannins à réagir avec les protéines et pour cette raison va diminuer l'astringence. Alors je vais vous montrer une phrase qu'il y a déjà quelques années, parce que quelquefois dans la science c'est très typique, on oublie les choses et après on les récupère. Mais ça c'était dit déjà dans 1963 par Goldstein et Swain, qui ont dit que la perte naturelle de l'astringence au cours de la maturation des fruits, et la raisin c'est un fruit, a été attribuée à la dépollinisation des pectines de la paroi en fragments solubles dans l'eau qui sont en concurrence avec les protéines de la salive pour former des complexes stables avec les tannins. Alors, on les connaissait déjà, mais on l'avait oublié, et maintenant on revient sur les polysaccharides, les monoprotéines, parce qu'il paraît qu'ils sont des modulateurs de l'astringence très intéressants. Alors, je vais montrer des travaux de Victor de Freitas, c'est un professeur d'œnologie à Porto, qui avait fait sa thèse ici à Bordeaux avec M. Glory. Et il a simplement mesuré la réactivité des protéines avec les tannins, les protéines salivaires, parmi de la mesure de la néphralométrie. Mais il ajoutait aussi des différents polysaccharides pour voir s'il agissait sur cette réactivité. Et là, vous pouvez voir que la présence de polysaccharides d'origine végétale, les arabinogalactanes protéines ou les rhamnogalacturanes, peut diminuer la tendance des tannins à complexer les protéines salivaires, c'est-à-dire qu'il doit diminuer l'astringence. Et là, on peut voir la même chose pour les monoprotéines réélargies pour les levures au cours de l'autolyse, qui peut aussi diminuer l'astringence des tannins. Bien. Et pourquoi on ajoute de la gomme arabique? La gomme arabique, c'est un polysaccharide que, théoriquement, l'OIV l'autorise pour éviter les précipitations de la matière colorante, la casse cuprique, des choses comme ça. Mais tout le monde sait qu'on l'ajoute la plupart des fois pour augmenter l'anthocité et pour diminuer l'astringence. Là, vous savez de ces effets dans le monde laboratoire, c'est la réactivité de l'acide tannique avec la ovalbumine. Et on peut voir que cette tendance diminue avec la présence de la quantité normale de gomme arabique ajoutée dans les vins. C'est-à-dire on arrive à diminuer jusqu'à les 30% la tendance de l'acide tannique à réagir avec l'ovalbumine. C'est un indicateur de l'astringence. Alors, c'est tout un problème d'équilibre. Et je vais vous montrer un exemple adapté de James Kennedy, un professeur américain, qui simplement, on peut voir l'équilibre parmi en balance, dans lequel on a sur un côté les tannins, les acides, les substances agressives, on dira, et dans l'autre côté, on a l'éthanol, le sucre, les polysaccharides. Alors, on a différentes possibilités. D'abord, si c'est les tannins et les acides qui prédominent, la réponse physiologique qu'on va avoir, c'est amertume, astringence, rugosité. Et au niveau descripteur dans les vins, Jordi l'a parlé beaucoup, mais j'ai choisi, avant de l'écouter, quelques-uns, peut-être je vais changer, dur, végétal, rustique, immature. OK? Bien. On a l'autre possibilité, c'est quand l'éthanol, le sucre, les polysaccharides prédominent. Alors la réponse physiologique va être douceur, anthocité. Sans doute, ça c'est très bon pour le newbie, mais peut-être pas pour les connaisseurs de vin. Et dans ce cas, nous on dira dense et quelquefois on dira lourde. D'accord? Et si on a l'équilibre, alors on aura la perfection, c'est qu'on cherche.
soyeux, velouté, mature. Et c'est simplement, c'est une simplification évidemment, mais ça nous donne une idée de que le vin, à la fin, c'est un problème d'équilibre. L'astringence, il est nécessaire, mais s'il est compensé pour la présence d'autres substances, on arrive à avoir un bon équilibre sensoriel. Et si on n'a pas l'équilibre, on a des problèmes, évidemment. Bien, on va parler maintenant, après cette introduction, sur l'effet de certaines pratiques œnologiques sur l'astringence. Et je dois commencer avec la maturité de raisin. Je vais vous montrer des études classiques que vous connaissez. On a été fait à Bordeaux pour Yves Glory, ça fait longtemps, et c'est simplement le concept de maturité phénolique. Là, vous savez, un graphique dans lequel, là, on a la maturité industrielle, c'est-à-dire la maturité de la pulpe, le degré alcoolique, l'acidité, le pH, et là, vous savez comment agit l'accumulation des anthocyanes, là, des tanins de la peau, et là, les tanins des pépins. Ça, c'est pas exactement certain. Les tanins des pépins ne diminuent pas. C'est simplement que lorsque les pépins sont madurs, ils deviennent lignifiés et alors la solubilisation pendant la macération devient plus difficile. C'est pour ça qu'un tanin mûr rélargit moins de tanins qu'un tanin vert, ok? Avec un pépin vert. Bien, ça c'est clair. Et je me suis trompé, désolé. Alors, et là, je vous montre une mesure de l'astringence faite avec la méthode classique de l'index de la gélatine. Et vous voyez que les tanins de l'épeau, l'astringence va diminuer, la tendance quand même à réagir les tanins avec les protéines salivaires. Et là, on voit que les pépins, ils maintiennent l'astringence. C'est clair alors que si on vendange un raisin vert, on va avoir beaucoup de tanins de pépins, surtout si on fait la macération très longue, on va parler plus tard. Et dans ce cas, le vin sera très astringent. Au contraire, si on vendange un raisin très mûr, on aura plus de tanins de la peau, moins de tanins de pépins, et on aura un vin plus équilibré. Bien, ce sont des choses qu'on connaissait déjà, et tout le monde sait que pour décider la date de la vendange, les œnologues ont l'habitude de regarder les pépins. Et si on a les pépins d'un couleur très verte, alors on sait qu'on aura des problèmes, de l'amertume, de l'astringence. Et au contraire, on voit que si on a des tanins très bruns, très foncés, la couleur, alors on a des pépins très bons, on aura de bons résultats dans la vinification. Ce sont des choses que tout le monde parle, il paraît nouveau, mais par contre, je peux vous montrer que dans le siècle I, Lucius Junius Moderatus Calumella, c'est un roman qui habite en Espagne, en Cadiz. Il a publié un traité d'agriculture. Il avait un volume qui était sur l'œnologie, l'élaboration des vins. Alors, il disait ça, que si on a traduit, on peut lire examiner la même maturité naturelle des raisins, et c'est là que nous, dans les semences qui sont cachées dans les baies, les chercher, et quand ils sont d'une couleur sombrée, certains presque noirs, car seulement la maturité naturelle peut leur donner la couleur. C'est-à-dire, on n'a rien inventé. Les Romains, ils connaissaient déjà ça. OK? Bien. On arrive à avoir des résultats scientifiques pour justifier ce qu'empiriquement on connaissait déjà. Bien. Le problème de la maturité phénolique devient plus important maintenant lorsqu'on a le problème de l'échangement climatique. Chez vous, c'est un problème, mais chez nous, c'est encore plus grave parce que nous, dans le sud, on a un mois d'eau, le printemps devient plus sèche, les étés d'un chaleur pas possible, et alors on a un problème que vous connaissez, mais je vais vous montrer. C'est simplement, là, on a la courbe de la maturité, on a la maturité industrielle, on a l'accumulation d'anthocyanes, et on a aussi les pépins morts. Ça, c'est ce que tous les œnologues désirent dans le moment de la vendange. Mais malheureusement, la manque de pluie, la chaleur, il fait que la maturité industrielle, la maturité de la pulpe avance. Alors, on a la teneur en sucre, le pH le plus haut, l'acidité totale très bas, et ça nous oblige à vendanger avant de ce qu'on désire. Mais le problème, c'est simplement que les peaux, et surtout les pépins, et surtout dans certains cépages, comme par exemple le merlot, chez nous c'est très clair, il reste encore vert. C'est-à-dire qu'on a une équation croissante de la maturité de la pulpe et la maturité des pépins et des peaux. Et alors, dans ce cas, si on vendange, on essaie de faire un vin avec une extraction importante, on aura ça, c'est-à-dire de l'amertume, de l'astringence, et pas seulement ça, on aura des pyracines, des arômes verts, herbacés, un vin pas équilibré. Bien, on va parler maintenant de la macération.
C'est important parce que le processus d'extraction doit être adapté à la maturité du raisin parce qu'il conditionne beaucoup l'extraction des substances astringentes. C'est une expérience qu'on avait faite sur 2 cépages. Le Tempranillo, il vient de l'Espagne, mais aussi avec le Cabernet Sauvignon. Je vous montre que le Cabernet Sauvignon parce que nous sommes à Bordeaux, mais je peux vous dire que les tendances ont été similaires. C'est-à-dire, on a fait une expérience très facile à comprendre. On a fait 3 vendanges à 3 niveaux différents de maturité. 3 semaines, 5 semaines et 7 semaines après la veraison. Et on a fait des micro-vinifications avec des différents temps de contact avec les pots, 1, 2, 3 et 4 semaines. Alors, je vous montre ça avec des résultats, des graphiques tridimensionnels parce qu'ils sont plus clairs. Alors, d'accord, là, c'est simplement la maturité et ça, c'est le temps de contact avec les pépins et les pots. Alors, pour les proacyanidines, les tanins condensés, les résultats ont été ce qu'on attendait. C'est-à-dire, on a une augmentation de la teneur en tanin lorsqu'on macère plus. Ça, c'est pas nouveau, tout le monde connaît ça. Yeah. Et si on regarde ce qui passe avec des niveaux de maturité plus haut, on voit la même tendance, c'est-à-dire toujours lorsqu'on macère, on n'a plus de tanins, et les raisins les plus mûrs, ils donnent plus de tanins que les tanins verts. Alors, on voit que la tendance, c'est avec la maturité et avec la macération comme ça. On attendait ces résultats, mais on a fait des analyses par fluoroglutinolysis. Cette méthode, ça permet d'avoir une idée du degré de polymérisation moyen des tanins, aussi des pourcentages de prodelphinidine qui sont seulement dans la peau, et aussi des pourcentages de galoylation que c'est plus important dans les tanins de pépins et ça conditionne beaucoup l'astringence du vin. Alors, je vous montre d'abord ce qui passe avec le MDP, le degré moyen de polymérisation. Et là, vous voyez, il diminue avec le temps de contact avec les pots, le temps de macération. Ça nous indique une chose. Je vous ai dit au préalable que les tanins de l'épeau ils sont plus grands que les tanins de pépins. Alors, ça peut nous indiquer que les tanins de l'épeau ils sortent rapidement et par contre, lorsqu'on macère plus, on va commencer à obtenir des tanins de pépins et c'est pour ça que le degré de polymérisation diminue. Ça, on le voit aussi dans l'autre niveau de maturité et on voit que la maturité augmente le degré de polymérisation parce qu'on n'a plus de tanins de peau. Et par contre, lorsqu'on macère, on n'obtient plus de tanins de pépins et c'est pour ça que diminue le degré de polymérisation moyenne. Si on regarde avec les prodelphinidines qui sont seulement sur la peau, les résultats ont la même tendance, c'est-à-dire on diminue lorsqu'on macère et par contre, il augmente lorsque le raisin il est plus mûr. C'est-à-dire, c'est clair, et on va voir la tendance contraire avec la galoylation, c'est-à-dire la maturité augmente le niveau de prodelphinidine, c'est-à-dire plus de tanins de peau, moins astringents, et par contre, si on macère, on obtient plus de tanins de pépins qui sont très astringents. Et si on fait la même chose avec la galoylation, on va voir exactement le contraire. Il augmente beaucoup avec la macération, plus de tanins de pépins, et par contre, il diminue. La tendance, quelquefois, ils ne sont pas si clairs, mais on peut conclure que la maturité diminue le pourcentage de galoylation et au contraire, la macération, ça incrémente. On a aussi mesuré les polysaccharides et pour nous, les résultats ont été un peu étonnants au début parce qu'on attendait que la maturité a augmenté beaucoup la teneur en polysaccharides par la dégradation des pectines, mais pour nous, les résultats ont été, oui, il augmente, mais surtout, c'est la macération qui augmente les polysaccharides. Vous voyez? Et par contre, la maturité, on voit quelques augmentations, mais ce n'est pas si clair. C'est-à-dire, l'effet, c'est plus important qu'avec le temps de contact avec les peaux. Je ne vous montre pas là parce qu'on avait la question si c'était des polysaccharides de raisin ou des polysaccharides de levure, parce qu'on a aussi le processus d'autolyse. On a fait des résultats complémentaires, on a pris les polysaccharides, on a fait l'analyse des monomères, la mannose, la galactose, et comme ça, on peut avoir une idée d'où viennent ces polysaccharides. Et ce qu'on a vu, c'est que tous les deux, c'est-à-dire, il augmente les polysaccharides qui viennent de la peau et aussi les polysaccharides qui viennent de levure. Tous les deux. Mais alors, on peut conclure que lorsqu'on a des raisins très mûrs, on peut faire des macérations très longues. Ce sont des choses qu'on connaît déjà. On augmente les tanins, mais ce sont des tanins surtout des peaux. On a aussi un peu de pépins et on a aussi l'augmentation des polysaccharides qui vont compenser en partie l'astringence et vont nous donner de l'anthocité, le volume en bouche. Mais lorsque les tanins, le raisin est vert, on peut avoir, oui, plus de polysaccharides, mais moins que dans un raisin mûr, mais aussi on aura pas mal de tanins de pépins, alors il ne va pas compenser, il y aura de l'amertume et de l'astringence surtout. Bien.
On peut modifier ça, oui. Ça, c'est des études faites à Montpellier par Véronique Chénier et son équipe. Et ce sont des macérations préfermentaires avec de l'agnès carbonique. Là, vous voyez l'exemple, les témoins et les macérés avec l'agnès carbonique. Et on voit une augmentation des anthocyanes, une augmentation des procyanidines, des tannins. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est ça. On a une augmentation des prodelphinidines, tannins de l'épeau, et une diminution des tannins galoylés, c'est-à-dire tannins de pépins. C'est comme ça qu'avec cette technique, on peut essayer de modifier les règles de jeu et assurer plus de tannins moins astringents appliquant cette technique que dans le cas d'une macération conventionnelle. D'accord. Bien, on va parler maintenant des monoprotéines. Vous savez que l'élevage sur lit de vin blanc, c'est un classique, mais on peut le faire aussi avec des vins rouges. C'est pas si habituel, mais on le fait aussi. Je vous montre là des résultats. Pardon, ça va pas. Qu'on avait fait avec des vins, c'était un vin très léger et un vin très tannique qu'on a conservé sur lit pendant 3 mois. Et alors, on voit, je vous montre des différents résultats, mais je vais focaliser surtout sur les 2 derniers graphiques. Là, vous allez voir l'astringence, mesurée par un index d'astringence avec la réaction avec la albumine. Et on peut voir que dans tous les cas, on a une réduction de l'astringence par la présence de lait. Et si on regarde l'anthocité, le mouthfeel, alors on peut voir qu'il y a une augmentation très claire sur les vins légers. Et dans le cas des vins très tanniques, ce n'était pas significatif, la différence, mais quand même, on voit une petite augmentation. C'est-à-dire, c'est clair que l'élevage sur lit des vins rouges peut être très utile pour diminuer l'astringence. Le problème, c'est que l'élevage sur lit en barrique avec le lit, ça peut donner des problèmes. Réduction et surtout la présence de Brettanomyces peut être un problème. Et c'est pour ça que dans les marchés, maintenant, il y a de différents produits alternatifs pour obtenir les mêmes résultats. On peut employer des levures sèches inactivées, que ça permet d'enrichir les vins en polysaccharides sans le risque qu'on en a déjà commenté. Bien, je vais vous montrer des résultats qu'on a fait avec du Cabernet Sauvignon. Et ça, c'est le profil d'exclusion moléculaire des polysaccharides d'un vin rouge. Et ça c'est simplement, on peut avoir la quantification. Et là, vous savez, la même chose avec l'ajout pendant la cuvaison d'un levure sèche inactivée. Alors, on voit clairement une augmentation d'environ les 14%. Ça, c'était fait avec un levure sèche inactivé. Et je vous montre avec d'autres. On a travaillé avec 3 différents. Là, dans ce cas, on a une augmentation de presque les 20%. Et finalement, ça c'est une autre levure sèche inactivée. Et dans ce cas, on a une augmentation plus petite d'environ les 11%. C'était un résultat très clair sur cette expérience. On l'a répété et quelquefois, on ne voit pas ces résultats si clairs. Parce que quelquefois, on va voir plus tard, les polysaccharides peuvent réagir avec les tannins et précipiter ensemble. Alors, quelquefois, l'ajout des polysaccharides, l'ajout des levures sèches inactivées, pas toutes les fois nous donne des augmentations des polysaccharides, mais quand même, il y a un effet sur l'astringence que je vais vous montrer. Ça, c'est simplement le résultat au niveau dégustation. Ce sont des concepts très faciles. Et ça, c'est le témoin. Et on obtenait ça avec la levure sèche inactivée première, avec des variations de l'astringence, augment de l'anthocité, diminution de l'amertume et une augmentation de la structure et de la qualité globale. Là, c'était la levure sèche inactivée 2. Et dans ce cas, on n'obtenait pas de diminution significative sur l'astringence, mais quand même l'amertume et l'anthocité, on allait dans le sens désiré. Et finalement, la levure sèche inactivée 3, dans ce cas, on avait une diminution de la structure, peut-être un effet collage, qu'on va parler plus tard, et un augment de l'anthocité, une diminution de l'amertume. Et pas d'effet dans l'astringence dans ce cas. Bien. On a voulu approfondir plus dans les mécanismes d'action de levure sèche inactivée et c'est pour ça qu'on a fait des protocoles dans les laboratoires en solution modèle comme les vins directement ou avec l'addition de tannins de pépins commercial de grammes par litre afin de voir l'effet sur un milieu plus simple que les vins. Mais on a travaillé aussi avec un vin rouge et on a fait de la macération pendant 15 jours avec les 3 levures sèches inactivées et après on a fait l'analyse et aussi la dégustation. Les résultats, je vous le montre, on voit d'abord que
soit sur le vin synthétique, soit sur le vin rouge, l'addition de levure sèche inactivée ont en effet un peu pour diminuer la couleur. Sur le vin synthétique, c'est pas grave parce que la couleur c'était marron-jaune, c'était le tanin qui donnait de la couleur. Sur le vin rouge, on perdait un peu de la composante rouge, mais c'était pas très important, c'était très petit. On a vu aussi l'effet sur l'index de polyphénol total. Dans tous les cas, on voit en diminution. Ah, ça peut être alors parce que les polysaccharides et les protéines libérées pour les levures sèches inactivées ont un effet collage, ou soit parce qu'ils sont absorbés pour les structures cellulaires, comme Devia a montré au préalable. Alors, on a fait aussi la mesure de l'index d'astringence, et dans le cas de la levure sèche inactivée 1, on a eu une diminution significative. Dans notre cas, c'était des diminutions, mais pas significatives. On a vu la tendance, mais ce n'était pas si clair. On a voulu voir qu'est-ce qui se passait avec les polysaccharides, et pour ça, on a travaillé surtout sur les modèles synthétiques. Alors, vous voyez que lorsque les modèles, la solution synthétique n'avait pas d'éthanol, on avait toujours... ça ne va pas? Oui. J'avais pensé que c'était marqué, mais ce n'est pas marqué. En tout cas, on voit que les polysaccharides totaux et aussi les oligosaccharides, avec tous les levures sèches inactivées, on avait une augmentation par la présence de levures sèches inactivées. Mais lorsqu'on a la présence aussi d'éthanol commercial, d'éthanol de pépins, on voit qu'on a une augmentation de les polysaccharides, mais en tout cas, c'est toujours plus bas que ce qu'on avait lorsqu'il n'y avait pas de polysaccharides, pardon, d'éthanol dans les milieux. Alors, on peut dire alors que c'est probablement une partie des polysaccharides à précipiter ou à former des complexes qu'on ne peut pas détecter avec l'éthanol. Et si on analyse l'éthanol, on peut voir les suivants résultats. Dans tous les cas, sur la solution synthétique et dans les vins, dans deux cas, on a une diminution significative dans la teneur de procyanidine. Il faut dire que là, la différence, on voit une diminution, mais la méthode ne permet pas d'établir des différences significatives. Alors, si on regarde le degré de polymérisation moyen, on voit que dans le milieu synthétique et dans les vins, sauf dans ces cas-là, on voit une diminution aussi des degrés de polymérisation moyen. Alors, on se pose la question, si c'est le proanthocyanidine, la concentration de proanthocyanidine a diminué et a diminué aussi le degré de polymérisation moyen, ça doit être parce qu'on précipite ou on absorbe sur les structures préférentiellement d'éthanol de plus grande grandeur, que ce sont précisément les plus astringentes. Alors, on a imaginé, là vous savez, le robot, non, une formule pour essayer de déterminer lequel était théoriquement le degré de polymérisation moyen d'éthanol éliminé pour justifier ces chutes de la grandeur d'éthanol dans les vins. Et là, vous savez que dans ce cas et dans ce autre cas, on voit que le degré de polymérisation moyen, il était franchement plus grand que ce qu'on avait au début dans les vins, soit dans la solution synthétique. Alors, là, on a l'autre robot de Star Wars. Il nous dit la principale conclusion de ces travaux, c'est que le traitement avec des levures sèches inactivées a conduit à une réduction de l'astringence due à la réduction préférentielle d'éthanol avec des degrés de polymérisation supérieurs qui sont précisément les plus astringentes. Alors, on a fait évidemment la dégustation et on a demandé de classer aux dégustateurs les vins par ordre croissant d'astringence. Alors, c'est sur le vin synthétique, ce n'était pas agréable à goûter, évidemment. Et cela, c'était les témoins. Et vous voyez là, les vins traités avec des différentes levures sèches inactivées, avec des astringences toujours plus bas. Et dans ce cas, c'est le vin synthétique, et là, vous savez, les vins rouges. Et on a plus ou moins les mêmes tendances, avec des différences entre les deux résultats, mais on voit toujours une réduction de l'astringence. On a voulu aussi faire de l'analyse des composés principaux. Et là, vous savez, les résultats qu'on a obtenus avec la solution synthétique, et on peut voir qu'on peut séparer les témoins des levures sèches inactivées 3 et d'autres levures sèches inactivées. Dans ce cas, ils sont très proches un de l'autre, mais quand même, on voit une séparation très claire. Mais pour comprendre ce qui passe, il faut savoir les composants de cet axe. Alors, là, vous savez l'astringence sensorielle. Là, vous savez l'astringence mesurée dans le laboratoire. Sur la solution synthétique, ça marche très bien, la comparaison. Et là, vous savez les procyanidines, le degré de polymérisation,
ce sont des choses que ça nous donne plus d'astringence, et au contraire, là, on a les polysaccharides. Vous voyez? C'est-à-dire dans les sens contraires. Et sur les vins rouges, les choses ne sont pas si jolies, c'est toujours un milieu plus compliqué, on a des choses qu'on ne contrôle pas, mais quand même, là, vous savez les différents groupes, là, les témoins, et les différents levures inactivés, vous voyez. Et dans ce cas, là, vous savez l'astringence sensorielle. L'astringence analytique, ce n'était pas dans la même direction, mais plus ou moins dans ces côtés de l'égraphe. Là, vous savez, les procyanidines, le degré de polymérisation moyenne et les polysaccharides, ils ne sont pas si clairement dans le sens contraire, mais quand même, ils sont dans l'autre côté de l'égraphique. Alors, ça nous indique que quand même les polysaccharides produisent en diminution de l'astringence, la tendance, c'est dans ce sens-là. Mais bien, alors, les conclusions de le travail, c'est que l'ajout de levures chez inactivés au vin rouge provoque deux phénomènes simultanés. La première, c'est évidemment la libération des polysaccharides qui donne de l'anthocité et, comme on a déjà montré, peut diminuer la tendance des tanins à réagir avec les protéines salivaires. Mais l'autre fait, pas négligeable, c'est que produit la précipitation ou l'ascension préférentielle des tanins de degrés de polymérisation préférentiellement plus hauts, que ce sont précisément ceux les plus astringents. Alors, on peut dire alors que ces deux phénomènes conduisent ou contribuent à réduire l'astringence du vin. Bien, j'ai commencé avec Star Wars, alors je vous montre une autre fois. Je ne réussis pas à mettre la musique, mais ça arrivera, non? Alors, je vous présente mon équipe, et c'est surtout Elena González qui a fait sa thèse sur ce sujet-là. Et je vais vous dire aussi, ça c'est le falcon millénaire qui part, vous voyez, non? Je dois rentrer aujourd'hui à la maison. Et je vais vous dire aussi que simplement, il va apparaître, non, que ce travail a été soutenu pour le gouvernement espagnol, le plan national, et aussi par l'Allemagne qui nous a financé en thèse de doctorat. Et merci beaucoup pour votre attention. Il s'agit de deux questions différentes. Ouais. Alors, la première partie, il faut rappeler que j'ai montré l'évolution de la proportion, le pourcentage de prodelphinidine ou de pourcentage de galoylation. C'est-à-dire que ce n'était pas une augmentation absolue. C'est-à-dire qu'on voit que le DPM diminue lorsqu'on macère plus. Ce n'est pas parce qu'on perd l'éthanol de pellicule. L'éthanol de pellicule, il reste présent. Peut-être en petite partie, en précipité pour les polymérisations, mais la plupart reste. C'est simplement que diminue la proportion parce qu'on n'a plus d'éthanol plus petit que ça vient des pépins. La deuxième chose, c'est plus difficile à répondre. Mais en tout cas, il faut dire une chose. Lorsqu'on a un tanin, par exemple, de pépins, s'il est plus grand, il est plus astringent, c'est sûr. Si on maintient le même niveau de galoylation. Les tanins de l'épaule, ils sont plus grands, sans doute, mais ils sont moins astringents. D'abord parce qu'ils sont moins de l'acide gallique, galoylé, mais après, même s'ils sont plus grands, il a été suggéré que les prodelphinidines ils sont moins astringents que les procyanidines. Alors, comme ils sont plus de pourcentage de pyrogalocatéchine, c'est-à-dire qu'ils peuvent être moins astringents. Mais en tout cas, ce sont des choses très compliquées à préciser parce que si on parle d'une structure linéaire, sans la participation des anthocyanes, sans l'apparition de ramifications, sans l'influence des points éthyles qui vont compliquer les choses au cours de l'élevage, on peut dire des vérités absolutes. Mais lorsqu'on commence à mélanger toutes les choses, on peut remplir l'essence, c'est très difficile vraiment.